Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que votre karma, c'est ce que vous voulez, parce qu'on va parler de ça ce soir. Et karma, c'est une définition à avoir. On va voir si nous, on touche du doigt, puisque c'est avec Koussoum Lolibou et Isabelle Kishna qu'on va en parler. C'est dans Cosmo Rayonné. Alors, votre karma pour ce soir, ça va ? Ça va. Donc, aujourd'hui, on reçoit Isabelle Kishna. Alors bon, on la présente presque plus, plus qu'elle avait été journaliste, rédactrice en chef. Ensuite, elle a tout arrêté, c'est ça, pour l'écriture. Et puis, écrivaine, poète. En plus, on la retrouve aussi dans des ateliers d'écriture. Enfin bon, beaucoup de casquettes. Et donc, aujourd'hui, on parle de Karma, son roman, qui est sorti. Alors, on va essayer de regarder déjà alors, Karma, c'est donc un roman, donc Isabelle Kishna. Là, on définit d'abord c'est quoi le karma ? C'est pas l'objectif c'est pas le propos. Moi, je suis pas du tout théologienne ou. Non, juste. Voilà, mais en tous les cas, pourquoi j'ai choisi ce titre à ce roman. Pour le clin d'œil à l'Inde, qui sont les origines de mon père, et puis aussi pour la notion de déterminisme qu'on peut retrouver dans le karma, dans le sens du karma qui peut être interprété comme les conséquences de nos actes d'une vie à l'autre, dans les réincarnations. Et donc, du coup, dans ce roman, j'avais aussi envie de questionner ça. Qu'est-ce qu'on se transmet comme ça, notamment dans la cellule familiale, parfois malgré nous. C'est toujours malgré nous, la transmission, surtout de tout ce qui est transgénérationnel, c'est toujours malgré nous. Je vais juste dire pourquoi je rigolais lorsque j'ai dit définissez le karma. Parce que, en fait, j'aime toujours ces gens qui traversent un moment difficile, qui fait « j'ai un mauvais karma ». J'ai toujours trouvé cette phrase-là magnifique. J'ai un mauvais karma ou j'ai un bon karma. Alors que c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que quand on dire aux gens de définir c'est quoi le karma, c'est... Voilà, la définition fait par... Oui, et puis moi, justement, c'est moi, la valeur qui m'est la plus chère dans la vie, c'est la liberté. Donc, voilà, c'est une réflexion qu'on m'a faite étant jeune, quand je faisais état de difficultés que j'avais traversées. Et donc, c'est un des passages du livre. La personne en face me répond « Ah, le karma !» Et moi, cette phrase-là, je l'ai trouvée extrêmement violente. Et c'est vraiment un questionnement que j'ai eu pendant des années. Parce que moi, je suis convaincue que chaque individu est libre de sa vie et qu'on a toujours le choix et qu'il n'y a rien, absolument rien, qui est gravé dans le marbre, dans ce qu'on a à vivre. Voilà, c'est ma conviction. Et c'est drôle quand même, parce que j'allais dire à Isabelle Kishna, quand on regarde le parcours d'Isabelle Kishna que j'ai côtoyé dans la presse, c'est quand même un sacré parcours. C'est le parcours vers la liberté, oui. oui, c'est justement ça. C'est la mise en pratique de ce que je viens de vous dire. C'est le parcours vers la liberté et vers le choix à un moment de me détacher de mes peurs et d'oser faire ce que j'avais profondément envie de faire depuis l'enfance, c'est-à-dire écrire de la littérature. L'héritage, j'allais dire quelque part, l'héritage, mais aussi ce cadre familial, ce cadre rempli de rites, de traditions. C'est pesant. Chez nous, on n'était pas du tout, puisque mon père, et c'est l'objet du livre Karma, mon père, donc de famille Malbar, a été abandonné enfant et placé dans une famille d'accueil d'instituteurs oreilles qui l'ont emmené en France hexagonale, malgré lui. C'était les prémices de ce qu'on a appelé ensuite les enfants de la Creuse. Et donc, du coup, dans Karma, je m'inspire de son histoire, des maigres éléments que j'ai trouvés dans son dossier de pupille que j'ai demandé au Conseil général. Et puis, j'ai créé un personnage de fiction qui est un peu le double littéraire de mon père. Et j'ai imaginé l'histoire de ce petit garçon et ce qu'il avait pu ressentir d'être arraché à sa terre et à sa famille et son combat pour retrouver la Réunion. Donc, du coup, pour répondre à votre question, mon père n'avait absolument aucune éducation religieuse réunionnaise, tout court.
et aucune éducation de religion hindoue, donc aucun rite, rien du tout. Et puis dans sa famille d'accueil en Bourgogne a souhaité faire de lui un curé et donc l'a mis au petit séminaire et il a vraiment tout fait. Et c'est un passage qui est assez drôle dans le livre. Il a vraiment tout fait pour se faire virer du petit séminaire et ne pas devenir curé. Donc, il avait en plus développé une position assez anticléricale. Donc, j'ai plutôt été élevée comme ça. Et mon chemin vers une démarche plus spirituelle, je l'ai faite adulte, beaucoup plus tard. Mais non, j'ai pas du tout été élevée dans une rigidité avec des dogmes, vraiment pas. Alors, quand on regarde les deux romans, Gourmand et Karma, alors on sent quand même une écriture très proche des gens, parce que ce soit avec Mathilde ou avec votre père, vous rentrez vraiment... vous amenez ces personnages, même de fiction, à être plus que réels. J'ai envie de dire. C'est un joli compliment, mais c'est ce que je trouve, c'est vraiment ce que je trouve magique dans la littérature, que ça soit en tant que lectrice quand je lis ou quand j'écris, c'est cette capacité à amener le lecteur à se mettre à la place de l'autre. Et moi, quand j'écris, je me mets là pour Karma, ce personnage de Lucien, donc le double littéraire de mon père. D'abord, je l'écris d'ailleurs dans le livre, je l'ai vu, ce petit garçon. Je l'ai vu un soir, je souhaitais écrire, je ne savais pas trop par quel bout prendre cette histoire. Et puis un soir, j'ai vu très brièvement une silhouette d'un petit garçon derrière la porte entrouverte de ma chambre. Alors bon, chacun fera son interprétation. Soit on pourra penser que j'ai vu un fantôme ou que j'ai eu une hallucination. Voilà, moi je préfère croire que j'ai vu un fantôme, que j'ai vu mon personnage. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment complètement mise à sa place. Et je trouve que l'empathie, c'est une des qualités qui fait le plus de bien à la société dans laquelle on vit. À partir du moment où je me mets à la place de l'autre qui est en face de moi, il m'énerve déjà moins quand il est désagréable, vous voyez. si j'arrive à lui trouver des excuses, pas des excuses, mais à me mettre à sa place, à me dire bon, ok, alors il ressent ça. S'il est énervé comme ça, c'est peut-être qu'il ressent ça. Donc, du coup, ça apaise de se mettre à la place de l'autre. Et du coup, quand j'écris, oui, je vis pendant des années, parce que je suis assez lente à écrire. Pour Karma, j'ai mis 5 ans. Donc pendant 5 ans, j'étais complètement avec mon personnage. Et avec Lucien. Parce qu'il y a aussi chez Isabelle Kishna cette exigence de la vérité et de la qualité. Oui, alors de la vérité, c'est de la qualité, oui. Oui, après, ça peut, c'est la qualité, on a chacun nos filtres. En tous les cas, vraiment dans tout ce que je fais, j'aime me dire, j'ai fait de mon mieux. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Là, à cette période-là de ma vie, je n'étais pas capable d'améliorer davantage mon texte ou tout ce que je fais dans la vie, quoi. Je trouve que ça, c'est une règle que j'ai plaisir à suivre et que je conseille assez souvent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit j'ai fait de mon mieux, on est assez, du coup on est satisfait. On est soulagé aussi de quelque chose. Oui, on est satisfait de ce qu'on a fait. Ouais. Isabelle Kishna, on a parlé de Gourmand, de Karma. Là, il y a aussi le fait que la femme a besoin de se poser des questions et de trouver des réponses. Oui, l'être humain a besoin de se poser des questions. Alors, dans Karma, je vous ai raconté donc le fil conducteur qui est l'histoire de Lucien, qui est inspiré donc par l'histoire de mon père. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ce texte, c'est venu remuer mes propres blessures, et notamment les blessures liées à 2 agressions incestueuses que j'ai vécues.
Et du coup, j'ai tenu un journal d'écriture. C'est-à-dire que j'avais sur mon ordinateur le texte, l'histoire de Lucien, et puis j'avais un carnet dans lequel j'écrivais vraiment, j'observais minutieusement tout ce que je ressentais, tous les souvenirs qui remontaient, toutes mes sensations. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, j'ai eu envie de rassembler ces deux histoires. Et maintenant, donc, dans Karma, chaque chapitre commence par un extrait de mon journal d'écriture, donc un récit à la première personne. Et du coup, évidemment, tout ça, c'est un questionnement. Le chemin d'écriture m'a apporté une guérison, vraiment. Quand j'ai eu fini d'écrire ce texte, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était réparé, vraiment, voilà, à la fin, je me suis dit, ah ben, ça y est, j'ai reconnu mon père. On dit que ce sont les parents qui reconnaissent leurs enfants. Moi, j'ai eu la sensation de l'avoir reconnu, c'est-à-dire d'avoir recollé les deux parties de lui, la part admirée et aimée, et puis la part de l'agresseur à qui j'en voulais. Et tout ça, est complètement apaisé maintenant. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans vos ateliers d'écriture, vous aidez ces femmes-là à écrire. Bien sûr. Alors, j'ai écouté Sophie. Vous avez lu ce qu'elle avait écrit. Oui. C'est très, très touchant. Hein. C'est vraiment... Oui, c'est bouleversant et c'est vraiment ces ateliers d'écriture, donc j'ai appelé ça l'écriture bienveillante parce qu'on ne fait pas que écrire, c'est du coup un outil que j'ai conçu au sein duquel on fait un peu de méditation de pleine conscience, des petits exercices d'écriture, des propositions d'écriture assez simples et de la bibliothérapie créative, c'est un grand mot. Ouais. Mais en fait, on fait des choses très très simples. L'idée, c'est de retrouver son âme d'enfant. Donc, lire des petits textes à voix haute, en entendre, j'en lis aussi, dessiner autour de ces textes et pour en fait arriver progressivement à exprimer les émotions. Et à la fin, donc ça dure 8 semaines, 3 heures par semaine. J'ai travaillé avec des groupes de femmes victimes de violences, c'est le texte que vous avez entendu. Sophie, oui. Et puis là, ça fait 3 ans que je travaille pour le contrat de ville de Saint-Pierre avec des femmes en recherche d'emploi. Et à la fin, on produit un recueil de leurs textes. Donc ça, c'était le dernier que j'avais appelé Humain à temps plein. Humain à temps plein, donc voilà. C'est donc travailler avec ces femmes-là. J'allais dire, je ne sais pas, hein, je ne vais pas faire comme si je sais, mais depuis tout à l'heure, je vous écoute. On a l'impression que vous arrivez là, que ce soit pour votre père ou ces femmes-là, vous êtes venus pour réparer quelque chose. Oh, j'ai pas cette prétention-là. J'ai pas cette prétention-là. Mais vous le faites. Ben, en tous les cas, c'est pas moi qui répare, c'est elle, et c'est moi je mets à disposition. Vous accompagnez. J'accompagne, je mets à disposition un outil, et ce dont je suis convaincue, et à La Réunion on est bien placé pour le savoir, c'est que quand on dit pas les choses, quand on les garde à l'intérieur, ça fait beaucoup de dégâts. Donc ce type, et il n'y a pas que moi, hein, il y a plein d'autres... Oui, et d'autant que, je vous coupe, vous m'excusez, d'autant que dans tout ce qu'on sait aujourd'hui, on sait que toutes ces souffrances qui sont restées, là je parle des générations d'avant, qui se sont transmises ces souffrances-là, et que nous héritons de ces souffrances-là, et que d'une certaine façon nous essayons au moins de les exprimer. Vous êtes vraiment vous vous situez vraiment dans cette démarche. Oui, alors je sais que il y a certaines personnes qui sont agacées par ce mot parce qu'on l'utilise beaucoup ces derniers temps, mais oui, moi je considère l'écriture et la littérature comme un très bon outil de résilience. Ouais. Le fait d'accepter les choses mauvaises qu'on a, on peut pas les effacer quand on a vécu des épreuves, mais moi je suis toujours dans une démarche de me dire, mais qu'est-ce que je fais de ça ? Parce que le statut de victime, moi j'estime que c'est pas un statut dans lequel on reste toute une vie. On peut sortir de ce statut-là à partir du moment où on se dit, ok, j'accepte l'épreuve que j'ai vécue, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et quand on arrive à partir de choses très douloureuses, de les transformer pour en faire quelque chose de beau, enfin, vous verriez ces femmes, quand à la fin, elles lisent leur texte sur scène,
mais c'est magnifique de voir leur transformation, c'est extraordinaire. Simplement parce qu'elles se sentent entendues, et ça, je crois que ça vaut dans tous les secteurs de la vie, et aussi bien pour les hommes, pour les femmes, que pour les enfants. Le fait d'avoir une oreille qui nous écoute, je crois que c'est important. Oui, parce que vous avez travaillé aussi avec les enfants précoces, hein, c'est ça? Oui, un peu. Et puis, sinon, j'anime des ateliers d'écriture plus classiques dans les écoles, de la poésie, où là, l'année dernière, j'ai accompagné des élèves à écrire un roman policier dans une école des avirons. Je reviens à ce travail que vous faites avec ces personnes, et avec vous-même, bien sûr, parce que c'est vous qui portez. Là, aujourd'hui, autour de vous, je pense que votre regard a évolué. Quand on parle lien transgénérationnel, quand on parle souffrance du passé, ça vous parle, je pense également. Qu'est-ce que vous, à travers, parce que vous avez l'écriture comme, j'allais dire, un peu comme remède aussi, comme bien sûr, pour pouvoir faire ce que notre peuple réunionnais n'a pas su faire, c'est s'exprimer. Depuis le début du peuplement. Aujourd'hui, vous qui êtes arrivé à un moment, à une étape de votre vie, ça vous surprend de voir que le Réunionnais a autant de mal à s'exprimer? D'abord, je trouve que ça change, je trouve que ça évolue, que les différents mouvements sociaux ont beaucoup contribué à ça, dans tous les secteurs. Voilà. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, où ça a été une grosse prise de parole des Réunionnais. Et voilà, il y avait besoin de ça. Et peut-être que du coup, ça a aussi engendré une plus grande écoute de la part des décideurs. C'est responsable. Voilà. Et puis, il y a eu tous les mouvements MeToo. Sur les réseaux sociaux, et La Réunion a été très présente dans ces mouvements-là. Il y a également ensuite eu le mouvement MeToo Inceste, avec un hashtag spécifique pour La Réunion, et qui continue à être grandement alimenté. Il y a beaucoup d'associations aussi qui accompagnent tout ça. Donc je pense que c'est en train de changer. Moi, je suis ravie de voir que les jeunes générations s'expriment beaucoup plus facilement que les nôtres. Et donc, ça veut dire que ça avance. Et vraiment, c'est bien. Et je pense que ça avance aussi parce qu'il y a des historiens qui ont travaillé, il y a des écrivains. Donc, du coup, on connaît mieux l'histoire de la Réunion. Tout ça avance, oui. Cette connaissance de la Réunion, donc de soi, évolue, enfin dans le bon sens. Est-ce qu'il faut, vous avez parlé de résilience tout à l'heure, justement, est-ce qu'il faut qu'on apprend, mais qu'on n'essaye pas de chercher à se venger, bien sûr, mais à se guérir? Et dans la démarche, comment faire comprendre à ceux qui en ont besoin, surtout, que ce genre de travail peut amener vers une guérison, justement? Il faut qu'il y ait une volonté politique, parce que toutes ces actions-là, et que ce soit celles que je mène moi au sein de mes ateliers d'écriture bienveillante, mais il y a plein d'autres acteurs qui mènent des actions, toutes ces actions-là d'accompagnement, elles sont financées par des institutions. Donc il faut qu'il y ait une volonté. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique d'accompagner la libération de la parole. Les associations, là je parle pour la situation des femmes, et particulièrement concernant l'inceste, qui ça ne concerne pas que les femmes. Les associations se sont beaucoup mobilisées, notamment le CEVIF, et ont obtenu que la structure qui a mené un gros travail au niveau national pour recueillir les témoignages de victimes vienne à La Réunion. Donc premier trimestre 2023, ils vont venir à La Réunion pour recueillir aussi les témoignages ici. Donc je pense que déjà ça, en parler, là, voilà, je suis là, merci de me recevoir, mais en parler aussi, je pense que c'est important. Et moi, en tous les cas, il me semble qu'on entre dans une période où l'apaisement est nécessaire.
C'est-à-dire il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup... Et voilà, je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien de rassembler. Alors, ce que moi je vous propose, parce qu'on arrive presque à la fin de cet échange, c'est que vous reveniez avec une personne avec qui vous avez travaillé pour, à la rigueur, poursuivre cet échange. Volontiers. Et puis participer avec vous, à la rigueur, justement, à offrir des espaces d'expression, si vous voulez. On peut vous recevoir assez régulièrement pour pouvoir aborder ces éléments-là, ces thèmes-là. Ok, merci. D'accord. Dernière question, Koussoum. Alors, une dernière question. Isabelle Kishner, la poétesse, papier de soie, c'est aussi très fragile. Hein, La poésie. Oui. Très sensible, très fragile quand on lit un peu l'ensemble. Oui, Donc, en tous les cas... Papier de soie, Isabelle Kishner, donc c'est des poèmes. Oui, ça, ce sont des poèmes. Voilà, donc j'en ai proposé quelques lectures dans les médiathèques. Et oui, j'avais envie de partager ça parce qu'en fait, ça a été ma première forme d'expression. J'ai commencé par écrire de la poésie à l'âge de 7-8 ans. Et donc voilà, j'ai eu envie, si vous voulez, je peux vous en lire un. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps. C'est un hasard, mais je l'ai ouvert. À toujours demain, c'est ce que je Ah non, je ne vais pas lire celui-là, s'il vous plaît, excusez-moi. Je vais vous lire. Mais vous reviendrez. De toute façon, on n'a pas encore parlé voilà. des textes qu'elle lit avec Christine Salem et le reste. Je vais vous lire celui-là, qui s'appelle Cœur Corolle. C'est un texte pour les femmes. Donner la vie, offrir magie, donner sans désir, aimer sans frémir. La vie, mystérieuse étincelle, l'envie, pulsion rebelle. Comment pourrais-tu croire ce monde trop grand pour toi, toi qui enfantes l'espoir, toi qui portes les rois? Oui, le monde est à toi, n'en doute pas. Oui, le monde est de toi, réjouis-toi. Oui, le monde est de toi, âme féconde. Ouvre-toi, cœur corolle, et vénère en ton sein la sensible coupole, le calice féminin. Joli. Délicieux. Alors, la suite, ça sera donc à la prochaine rencontre avec plaisir. Avec Isabelle Kishner. On est déjà arrivé à la fin. Ça a été un plaisir. Et surtout, je ne pensais pas que la femme avait pris une telle place. Merci de lui rendre d'abord sa place et cet hommage. Merci Isabelle Kishner, merci Koussoum Lelibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. À bientôt.